L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Gustavo Petro Urrego, président de la République de Colombie. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence et j'invite son Excellence à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, il s'agit du dernier discours que je vais prononcer en tant que président ici, le 4e. Lors de mon premier discours, j'ai annoncé à l'Assemblée qu'il était très probable qu'un conflit éclate outre l'Ukraine en Palestine. Les pays qui n'ont pas de bombes, dont les budgets ne sont pas très impressionnants, ne sont pas écoutés ici. Mais 4 ans plus tard, le caractère dantesque de la situation en Palestine est un fait. Mais je ne pensais pas que la même chose, ou presque la même chose, pouvait se produire dans les Caraïbes, au large des côtes de la Colombie, où des missiles pleuvent sur des jeunes gens désarmés. Nous sommes dans une situation différente aujourd'hui. La barbarie s'est peut-être emparée de façon encore plus globale de toute la planète, de toute l'humanité. Les missiles qui ont frappé 17 jeunes dans la mer des Caraïbes, dont peut-être des Colombiens, la persécution, l'emprisonnement, l'enchaînement, la persécution de millions de migrants, ces missiles qui pleuvent sur 70 000 personnes à Gaza, leur coûtant la vie, et la crise climatique, dont la réalité est niée par Trump, tout cela est lié aux mêmes causes. Les migrations sont une excuse utilisée par des sociétés riches, blanches, racistes, qui se croient correspondre à la race supérieure. On nous dit que ces missiles tirés dans les Caraïbes visaient à empêcher le trafic de drogue. Ce sont des mensonges proférés ici depuis cette même tribune. En 2023 et 2024, pendant ces 2 années, les quantités les plus importantes de cocaïne ont été saisies. Plus de 700 narcotrafiquants de rang supérieur ont été extradés. C'est moi qui les ai extradés. Et c'est mon gouvernement qui a saisi toute cette cocaïne. Et sans tirer un seul missile, sans assassiner personne, aucun jeune. Pendant ces années-là, j'ai prouvé qu'il était plus efficace de choisir la voie du volontariat, de remplacer avec l'assentiment des populations les champs de coca, plutôt que de lâcher du glyphosate contre les populations pauvres. J'ai choisi une politique efficace contre le trafic de stupéfiants. Mais la voie de la violence est la voie qui est nécessaire pour dominer la Colombie et pour dominer l'Amérique latine. Il faut détruire le dialogue, il faut imposer des diktats et tirer des missiles assassins contre de jeunes gens pauvres dans les Caraïbes. La politique anti-drogue n'a pas pour objectif d'empêcher que la cocaïne parvienne sur le territoire des États-Unis. La politique anti-drogue a pour objectif de subjuguer, de faire plier les Chines à tous les peuples du Sud. C'est une politique qui a pour viser le pouvoir et la domination. Et je prends la parole devant vous en tant que président qui s'est vu retirer la certification de président collaborant dans la lutte antidrogue par le président Trump, qui n'avait aucun droit de le faire. Pas de droit humain, pas de droit divin pour ce faire. Pas de raison pour le faire non plus.
Ce que veut faire le gouvernement des États-Unis, c'est s'en prendre à des milliers de paysans. Il est influencé par des politiques mafieuses. Et aujourd'hui, les paysans colombiens sont massacrés comme sont massacrés les enfants à Gaza. Et ces massacres ont lieu de la main de personnalités politiques liées à la mafia colombienne, qui était autrefois sénateur ou occupait des postes importants. Alliés aussi à l'extrême droite de Floride aux États-Unis et maintenant alliés au gouvernement des États-Unis, au gouvernement de Trump, alliés depuis des décennies au chef du trafic de stupéfiants, au chef du trafic de cocaïne. C'est schifos, comme on dit en Italie. Voilà la politique anti-drogue décrétée depuis Washington. Je ne sais pas si M. Trump sait que sa politique étrangère vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis de la Colombie, vis-à-vis des Caraïbes, est le fruit de conseils de personnes qui sont alliées à ce trafic de cocaïne. J'ai moi-même dénoncé 2 personnes, en les nommant par leur nom, des personnes qui ont été sénateurs au Congrès. J'ai été visée par des tentatives d'assassinat à plusieurs reprises de ce fait. On a voulu me réduire au silence et maintenant on veut que cesse mon gouvernement progressiste. Et c'est pour cela que les États-Unis m'ont retiré ce certificat. C'est pourquoi je suis calomniée, tout comme la Colombie. En Colombie, on a saisi les quantités de cocaïne les plus importantes jamais saisies dans toute l'histoire du monde et c'est mon gouvernement qui l'a fait. En Colombie, nous avons réussi à freiner le taux de croissance des champs de coca. Sous le président Duque, on était à 43%, nous en sommes maintenant à 3%. Et M. Duque, lui, ne s'était pas vu retirer sa certification alors qu'au sein de sa campagne, on trouvait une personne impliquée dans le trafic de stupéfiants. Mais je suis, moi, visée par ce retrait de la certification car je dis la vérité. On voit là qu'il s'agit là plutôt de jeu de pouvoir. On ne veut pas que la lumière irradie en Amérique latine. Ces jeunes assassinés dans les Caraïbes n'étaient pas membres du Tren de Aragua, dont peut-être on ne connaît pas le nom ici. Ils n'étaient pas non plus des membres du Hamas. C'était de jeunes Caribéens, peut-être des ressortissants de Colombie. Et s'il s'agissait de Colombiens, alors des procédures pénales doivent être lancées contre ces fonctionnaires des États-Unis. Jusqu'au plus haut fonctionnaire, celui qui a donné cet ordre, le président Trump, c'est lui qui a autorisé ces tirs de missiles contre ces jeunes qui voulaient simplement fuir la pauvreté. Des jeunes dans une petite embarcation de fortune. Ils n'étaient pas trafiquants de drogue, c'était de jeunes gens pauvres d'Amérique latine qui n'avaient pas d'autre option. Les trafiquants de drogue, eux, habitent ailleurs. Ils n'habitent pas en Amérique latine. Trump tire des missiles sur des bateaux de migrants. Il les accuse d'être terroristes ou narcotrafiquants. Ils n'ont même pas d'armes pour se défendre. Les trafiquants de drogue, eux, ils habitent à New York, ici même. Ici, à quelques rues. Ils habitent à Miami. Ils passent des accords avec l'agence antidrogue des États-Unis qui leur permet de se livrer à leur trafic ailleurs, en Chine, en Russie, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les personnes qui souffrent de dépendance sont passées à consommer une autre drogue, la drogue mortelle du fentanyl.
une drogue produite au sein de l'appareil industriel des États-Unis, ici même, pas loin d'ici. Et c'est là aussi que se trouvent les consommateurs. C'est une autoconsommation ici aux États-Unis. Et c'est la pire situation en matière de drogue de toute l'humanité, depuis que l'humanité a commencé à consommer de l'alcool, de la bière. Seules les populations noires ici, les populations ancestrales, vieilles de plus de 20 000 ans, la jeunesse, les mères qui ne veulent pas voir leurs enfants mourir en masse, les mères noires, les mères blanches, quelle que soit leur couleur de peau. Seuls ceux-là s'élèvent ou souhaitent s'élever contre la tyrannie sans trouver le sommeil devant les informations mensongères à la télévision. À New York, à Philadelphie, où a sonné la cloche de la liberté, malgré les armées dépêchées par Trump contre son propre peuple pour le terroriser. Dans ces États qui ne sont plus unis aujourd'hui face à la tyrannie. Le président des États-Unis ne se rend pas compte qu'1 million de Latino-Américains sont tombés, assassinés, dont une majorité de Colombiens, et 1 million de personnes de plus vont périr en Amérique du Nord cette fois en raison du fentanyl. La cocaïne autrefois tuait 3000 personnes par an dans ce pays. Aujourd'hui, le fentanyl en tue 100 000 par an. Est-ce que les États-Unis se retrouvent dans une situation meilleure aujourd'hui, après cette politique absurde qui dure depuis des années, ou dans une situation bien pire au contraire, face à cette drogue, ce poison? Et non seulement Trump accepte que des missiles pleuvent sur des jeunes dans les Caraïbes, non seulement il emprisonne et enchaîne des migrants, mais il permet que des missiles soient tirés contre des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des femmes à Gaza. Il s'est rendu complice de ce génocide. C'est un génocide, il faut le dire haut et fort, encore et encore. Ici, l'ONU est le témoin muet et complice de ce génocide. Un génocide de plus dans le monde d'aujourd'hui. Nous pensions que le génocide, c'était l'apanage d'Hitler. Trump ne parle pas de démocratie, il ne parle pas de crise climatique. Il ne parle pas de la vie, il ne fait que menacer, tuer et laisser tuer des dizaines de milliers de personnes. Le gouvernement colombien, lui, a permis qu'il n'y ait pas d'augmentation du taux d'homicide. Le taux de chômage est aujourd'hui très bas. Nous avons donné un coup de fouet au secteur agricole, qui connaît une croissance de 10% par an, le secteur industriel de 5% par an, et les touristes affluent comme jamais pour admirer, bouche bée, la beauté de notre pays, le pays de la diversité naturelle, humaine, culturelle. Et nous voulons la paix. Nous négocions avec les narcotrafiquants, avec les rebelles. Je veux toujours parler. Parler ne me dérange pas. Parler pour sauver des vies. Parler pour éradiquer les économies illicites, pour éradiquer la culture de la feuille de coca, avec l'assentiment des paysans eux-mêmes qui sont là de la violence. Nous ne nous laissons pas amadouer par les narcotrafiquants comme les gouvernements d'autrefois en Colombie, qui étaient corrompus, qui se laissaient corrompre. Notre nouvelle politique est couronnée de succès. Ce n'est pas une politique anti-drogue, c'est une politique anti-narcotrafiquant. C'est différent. Et nous remercions les pays qui nous ont aidés à semer la paix. Qatar,
le Qatar, Cuba, le Mexique, l'État du Vatican, la Norvège, le Brésil et le Venezuela. Nous ne remercions pas ceux qui veulent nous entraîner sur le chemin de la guerre intestine. Écoutez, mesdames et messieurs, l'Amérique latine, ce ne sont pas seulement des feuilles de coca, des terroristes, des narcotrafiquants. L'Amérique latine, potentiellement, recèle 1400 gigawatts de capacité annuelle d'énergie propre, énergie solaire, énergie éolienne, hydraulique. Tous les ans, les États-Unis consomment 1200 gigawatts d'énergie, dont 70% d'énergie fossile, basée sur le charbon, le gaz, le pétrole. Si ce potentiel d'énergie propre est exploité, alors c'est toute l'énergie fossile des États-Unis qui pourrait être nettoyée. Ce ne sont que les fonds qui manquent et on pourrait contribuer comme jamais à dépasser la crise climatique, faire un pas en avant inédit grâce au potentiel d'énergie propre, grâce à l'éponge remarquable aussi qu'est la forêt amazonienne. L'Amérique latine pourrait être à l'avant-garde de l'humanité, l'entraînant à faire ce premier pas libérateur pour sauver la vie de la planète et de l'humanité tout entière. Il nous faut seulement 600 milliards de dollars pour développer ce potentiel. Et c'est la même chose en Afrique. L'Afrique et l'Europe pourraient s'engager sur cette voie. Au total, l'on pourrait obtenir des résultats remarquables et ces fonds existent. Ils existent dans les caisses de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, mais il n'y a pas un dollar qui change demain qui est investi car ce n'est pas rentable. Pourtant, cela pourrait être rentable en termes de vie humaine, y compris les vies humaines aux États-Unis, en Europe et en Chine. Mais on ne veut pas, n'est-ce pas, dépendre de l'Amérique latine ou de l'Afrique. On sait que cette entreprise-là permettrait de décarboner la planète. Ça nous permettrait de sortir de la crise climatique, certes, mais cela aussi ferait changer de main le pouvoir mondial, le pouvoir dont on parle ici et qui prend corps surtout à travers les bombes et non pas les discours. Décarboner ces économies, c'est changer les relations de pouvoir, changer les relations de production, accorder la priorité à la vie et à l'humanité, qui l'emporterait face à la convoitise et à la cupidité. La cupidité, c'est le poison de la vie. C'est une contradiction, comme l'a dit une fois Mao. Il y a cette contradiction entre la cupidité et la vie sur cette planète. Il nous reste 10 ans seulement, selon les scientifiques, avant d'arriver à un point de non-retour. Lorsque ce point de retour aura été dépassé, il n'y aura plus rien à faire. Nous serons condamnés à être les témoins impuissants de la catastrophe que nous ressentirons au sein de nos familles mêmes. Et pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'extinction de la vie, y compris de la vie humaine, sera irréversible. Le processus sera irréversible. Il n'y aura plus de technologie, plus de force sociale, plus d'esprit humain suffisamment puissant pour empêcher l'effondrement. Et il ne nous reste plus que 10 ans. C'est ce que dit la communauté scientifique, mais ici, apparemment, on ne croit pas à la science. C'est ce qu'a affirmé l'individu le plus puissant au monde. Il ne croit pas à la science. C'est complètement irrationnel. Et c'est ce courant de pensée irrationnel qui a envahi l'Allemagne, le pays de grands philosophes comme Emmanuel Kant. Et c'est cette force qui aujourd'hui envahit
les États-Unis. Et c'est cela qui avait annoncé l'arrivée d'Hitler en 1933. Il faut rapidement passer aux énergies propres, l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Mais parler de décarbonation, c'est prononcer des propos subversifs au sein des G7, G20 à Davos. Ces réunions de puissants et de riches. Comme autrefois, parler de démocratie, c'était subversif. Même ici à New York, à Carthagène, à Madrid. Les montants que j'ai cités dans mon intervention sont 10 fois, 100 fois supérieurs aux sommes promises par les pays développés qui nous ont promis seulement l'aumône et qui n'ont pas tenu promesse depuis la COP de Paris, car ils ne veulent pas décarboner l'économie. Et c'est 1000 fois plus que les prêts de la Banque mondiale qui ne sont là encore qu'une aumône. Car on pense dans ces salles que le capital et le capitalisme nettoient l'atmosphère. C'est faux. Ce sont des fantasmes prononcés pour nous empêcher de regarder en haut et de sauver l'humanité. Investir dans l'adaptation climatique et dans la décarbonation nécessite une politique mondiale totalement différente. Il faut abolir les primes de risque associées à l'endettement. Qui associent des risques aux pays qui en fait ne sont pas à l'origine des risques qui planent sur cette planète, car les risques correspondent en réalité aux émissions de gaz à effet de serre, comme le pays dans lequel nous nous trouvons, alors que les pays du Sud, eux, absorbent le CO2 émis dans le Nord. Les marchés disent le contraire, mais ce n'est pas parce qu'ils ont tort. Il faut arrêter de condamner les pays les plus pauvres et accepter les échanges endettement contre action pour l'adaptation et l'atténuation de la crise climatique. Je me tourne vers la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, vers Wall Street, vers Paris, vers la bourse de Londres. Si vous voulez toucher les intérêts de la dette externe dans nos pays, vous ne retrouverez là que des cimetières et des tombes. Et lorsque vous irez toucher vos intérêts, vous serez vous aussi mort. Et cet argent ne vous sera d'aucune utilité lorsque vous serez entouré de cadavres. Autre mot subversif, planifier, édifier des plans mondiaux. Ce n'était pas nécessaire, avait-il dit, alors que planifier, c'est le propre de l'homme. Tant de croyances religieuses, tant de croyances religieuses dans le marché, des croyances fondamentalistes. On nous a dit que les marchés conduisaient vers le bonheur. Mais nous sommes maintenant au bord de l'abîme. Les marchés ne mènent pas au bonheur, mais à la mort et à l'abîme, comme nous le voyons aujourd'hui. Le néolibéralisme avait tort depuis le début. Et cela fait 50 ans que nous guidons nos pays à l'aide de formules complètement erronées, contraires à la science. Et nous n'avons pas changé ces formules. Le plan dont je parle doit être contraignant pour tous les pays soumis à une démocratie mondiale, supervisée par le Conseil de sécurité sans droit de veto.
Ce sont les marchés qui ont accouché de la crise climatique. Ils ne nous permettront pas de la résoudre. Ils ont accouché de cette crise. Le capital correspond à une relation humaine inégale entre le maître de la machine et le travailleur salarié, homme ou femme, qui doit produire de plus en plus pour que son patron aille vendre ses produits fabriqués avec la machine du patron, auquel il faut de plus en plus de pétrole pour produire. Et c'est cela qui a entraîné la crise climatique. Fabriquer plus, vendre plus, gagner plus, toujours plus, en consommant plus de carbone, plus de pétrole, jusqu'à la fin des jours, mais pas jusqu'à l'éternité. Car maintenant, nous arrivons au bout des réserves de pétrole et de charbon, et c'est peut-être aussi la fin du capital. Car si ce n'est pas la fin du capital, ce sera la fin de l'humanité, la fin de toute la vie. Le maître du capital, c'est un être humain puissant. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un fétiche. Il s'agit d'un être humain, d'un être cupide, lâche, celui qui veut que l'on approuve de plus en plus de plans pour brûler du pétrole, que l'on en consomme de plus en plus partout, et qu'importe si l'on empoisonne l'atmosphère en relâchant du CO2 qui envenime le monde entier. Forêt, 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 voilà ce qu'il répète sans pitié. Nous avons un choix entre la cupidité et la vie, entre la barbarie et la démocratie, à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale, entre la liberté et la mort, comme disait Bolivar, en brandissant son étendard rouge et noir et blanc. Rouge pour la liberté, noir pour la mort, blanc pour la vie. Il ne faut pas accepter que l'on passe d'une situation de crise à une situation d'effondrement total. Et il nous faut pour cela une révolution des peuples, des civilisations qui doivent dialoguer entre elles. Plus qu'une révolution des États, c'est une révolution de toute l'humanité pour continuer de pouvoir vivre sur cette planète en liberté, alliés peut-être aux gouvernements qui souhaiteront défendre la vie. Aujourd'hui, l'Organisation des Nations Unies se trouve en situation de crise. Et les nations qui n'ont pas de pouvoir se rendent bien compte que leur vote, on en fait bien peu de cas, car l'ONU aussi est arrivée à une étape de décadence et peut-être à sa fin. Elle ne sait plus quoi faire, car le capital est devenu une force globale et non pas étatique. Le socialisme de Staline aurait dû devenir lui aussi global et non plus étatique. Mais Staline ne comprenait pas bien toutes les choses et il a condamné à Yalta une révolution mondiale qui aurait pu se déclencher en Espagne, en Italie, ailleurs, peut-être en Amérique latine. L'humanité est donc le nouveau sujet politique émergent et non pas l'État-nation. L'Organisation des Nations Unies doit donc être transformée en une humanité unie, unie dans sa diversité. C'est un nouveau sujet politique de l'histoire humaine qui apparaît aujourd'hui. C'est très important, c'est spectaculaire à mes yeux. Nous avons dépassé l'idée de l'État-nation pour devenir une humanité. Mais pour que cette humanité soit unie, pour qu'elle agisse comme un seul homme, il faut que la démocratie soit présente partout, dans le monde entier. Il faut un dialogue permanent au milieu de notre diversité. Et ce sont nos différences qui nous permettent de nous coordonner, de coordonner efficacement l'action à l'échelle mondiale. Il faut une humanité qui dialogue. Oui, une humanité civile. Oui, une humanité profondément démocratique. Oui, une humanité rassemblant des individus libres.
et non pas une humanité esclave. L'humanité, lorsqu'elle est réduite en esclavage, ça n'est plus l'humanité, ce sont les bêtes qu'on enchaîne, qu'on humilie. Et ce sont les bêtes qui humilient, qui criblent de missiles et de balles des enfants qui n'ont nulle part où se réfugier dans une ville proche de l'endroit où était né Jésus. Ce nouveau sujet politique donc émerge, l'humanité unie, diverse de par ses nombreuses cultures, alors que l'effondrement approche, que la chute approche et que les sociétés blanches anciennes en Europe et aux États-Unis applaudissent leur nouveau Hitler, on n'écoute pas les jeunes, ni les enfants, ni l'humanité, ni les étoiles, ni les ancêtres qui sont morts en héros en Europe en luttant contre Hitler et son idée criminelle d'une race supérieure. Aujourd'hui, dans ces pays, on fait la même chose que faisait Hitler. Des camps de concentration sont construits pour les migrants. Les majorités électorales applaudissent et affirment que les migrants appartiennent à une forme d'humanité inférieure. Ils manient l'insulte, terroristes, narcotrafiquants, alors que la majorité des narcotrafiquants en réalité sont des blonds aux yeux bleus dont les fortunes sont préservées dans les plus grandes banques de ce monde. Ces trafiquants habitent à Miami, ils n'habitent pas à Bogota, ils vivent aux États-Unis ou à Paris, à Madrid, à Dubaï. Ils vivent dans le luxe et non pas dans la pauvreté. Mais les missiles, eux, sont tirés sur les zones qui vivent dans la pauvreté et non pas le luxe. On vise le Venezuela pour faire main basse sur son pétrole empoisonné. Les migrations ne sont que le produit du bouclage dont sont victimes les pays les plus pauvres comme l'Irak, l'Iran, Cuba, le Venezuela. Les blocus économiques sont équivalents à un génocide. Les migrations ne sont que le produit de l'appauvrissement des pays les plus pauvres qui croulent sous le poids d'une dette qu'on ne peut rembourser. Il s'agit là de la conséquence de la cupidité des guerres déclenchées pour le pétrole des États-Unis. Les migrations, ce ne sont que la conséquence de la crise climatique qui assèche les tropiques. Car alors que se réchauffe la planète, l'eau, ce liquide vital, s'évapore. Et quelle solution apporter aux migrations? Non pas les chaînes, les geôles, les missiles. Il n'y a pas de race supérieure, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de peuple élu choisi par Dieu, ni les États-Unis, ni Israël. Ignorants fondamentalistes d'extrême droite, voilà les personnes qui pensent cela. Non, le peuple élu par Dieu, c'est l'humanité tout entière. Les migrations sont utilisées comme excuse pour ne rien faire pour remédier à la crise climatique qui, chaque jour, s'en prend à la vie. On parle de migration pour rallier les suffrages des Blancs âgés, pour ne pas dire qu'il faut cesser la consommation du charbon et du pétrole plutôt que de forer. L'ONU doit changer. Il nous faut une ONU différente, humaine. Mais il faut avant tout mettre fin au génocide à Gaza. L'humanité ne peut pas accepter que le génocide se poursuive pas un jour de plus, pas le génocide de Netanyahou et de ses alliés aux États-Unis et en Europe. Les Nations Unies doivent faire respecter les tribunaux internationaux, le droit international, c'est la base de la civilisation.
C'est la base du savoir de l'humanité et de sa sagesse. Et la justice doit être rendue et la justice doit être respectée. Dans le cas de Gaza, la diplomatie a fait son temps. Elle n'a pas remporté de succès. Je présente mes excuses, Monsieur Macron, mais ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas insister, continuer de parler alors que à chaque seconde qui passe, ce sont des missiles de plus qui pleuvent sur les corps de bébés anéantis dans le pays arabe de la Palestine. Chaque jour qui passe, ce sont de nouveaux vétos opposés au Conseil de sécurité de l'ONU et de nouveaux bébés qui sont bombardés, des bombes de plus qui pleuvent et plus de morts. Ceux qui acceptent cela ne sont pas mères ni pères, ce sont des robots. Ceux qui opposent leur veto au Conseil de sécurité sont des robots sans cœur. Le génocide à Gaza doit cesser. Alors, on peut envisager un vote à l'Assemblée générale des Nations unies, ça oui, et pas un vote au Conseil de sécurité où il y a droit de veto. Il faut s'unir pour la paix, pour la Palestine, et composer une force armée pour sauver la vie du peuple palestinien. Pas des casques bleus qui ne sont pas entraînés et qui parfois ne sont pas préparés à ce qui les attend. Non, il faut une armée puissante, l'armée des pays qui n'acceptent pas le génocide. Et j'invite donc les nations du monde et surtout les peuples du monde, en tant que peuple parti de l'humanité, à unir leurs efforts et à unir leurs armes. Il faut libérer la Palestine. J'invite les armées d'Asie, des peuples slaves qui, héroïquement, ont défait Hitler. J'invite les armées de Bolivar en Amérique latine, les armées de Garibaldi aussi en Italie, de Marti, de Santa Cruz. Trop de discours ont été prononcés. L'heure a sonné de brandir l'épée de la liberté ou de la mort, celle de Bolivar, car il n'y a pas que Gaza qui est bombardée ou les Caraïbes. C'est toute l'humanité qui réclame la liberté qui va être bombardée, car depuis Washington, la démocratie est tuée et le totalitarisme à l'échelle internationale renaît. Il faut de nouveau brandir l'étendard rouge et noir, sans oublier la couleur blanche, la couleur de la paix, de l'espoir, pour que l'espoir continue de briller sur la terre et dans le cœur de l'humanité. Les États-Unis n'enseignent plus la démocratie, ils la mettent à mort en tuant les migrants. L'ONU doit mettre en branle un changement en mettant fin au génocide à Gaza avec toute l'efficacité d'une armée, l'armée du salut du monde, après un vote de l'Assemblée générale des Nations unies sans droit de veto. Et lorsque Gaza aurait été sauvé, nous passerons au plan pour décarboner l'économie de la planète, pour que cette entreprise soit bâtie de façon démocratique à l'échelle internationale. Et le Conseil de sécurité doit décréter son application rapide, mais sans droit de veto. L'OMC, la Banque mondiale, le FMI, le système financier privé, qui ont des capacités remarquables, devront ensuite obtempérer. Voilà comment l'humanité peut faire en sorte que le capital soit subordonné à la vie et à l'humanité. Le capital doit répondre à la vie et à l'humanité. De cette façon, l'ONU deviendra plutôt qu'une alliance des nations, une alliance des peuples dans leur diversité qui composent l'humanité. Nous ne parviendrons à dépasser la crise climatique qu'unis en tant qu'humanité tout entière. Et de cette façon, l'ONU pourra faire un pas en avant pour devenir une assemblée des peuples, pour que chaque personne soit libre sur cette planète, pour que tous les individus pourront pleinement exploiter leur potentiel
intellectuelle et ce grand cerveau de l'humanité, intelligence puissante, illuminée par la science de plus en plus avancée, pourra non seulement sauver la vie sur notre planète, mais accomplir la mission qui est celle de l'humanité et étendre la vie jusqu'aux étoiles. Une humanité unie et libre peut regarder vers les étoiles et toucher les étoiles, comme les légionnaires romains qui avaient pensé il y a longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'ont été prononcés les mots en latin ad astra, vers les étoiles toujours. L'heure de la liberté a sonné et non pas l'heure de la mort. C'est vrai que les missiles pleuvent et sèment la mort, mais c'est vrai aussi que la liberté continue de briller dans le cœur des êtres humains qui continuent de faire preuve de capacité de rébellion. Merci. On behalf of the Assembly, Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République de Colombie.